Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous. Je me présente, je m'appelle Raphaël Roucou, je suis l'animatrice de ce webinaire de l'ABI. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer le fonctionnement des outils mis à votre disposition si vous souhaitez interagir. À droite de votre écran, vous avez deux modules, chat et questions. Sur le chat, vous pouvez échanger librement pendant toute la durée de la présentation. Nos équipes de l'ABI sont en coulisses et seront ravies de vous accompagner sur ce support. Et dans le module questions, vous pouvez bien sûr interroger nos spécialistes qui vous répondront individuellement. À la fin de ce webinaire, nous reprendrons et traiterons en live toutes les questions les plus fréquemment posées. Les données techniques évoquées aujourd'hui sont condensées dans un document que nous mettrons à votre disposition dans le chat à la fin de la discussion. Il est maintenant temps de commencer. Nous sommes aujourd'hui avec Guillaume Delsignor, chef de marché de la gamme lieux publics chez Delaby, et Benjamin Cadix, référent national des chasses sans réservoir. Bonjour à tous les deux. Bonjour Raphaël. Bonjour Raphaël. Bienvenue. Dans le premier épisode, nous avons vu les avantages de la chasse sans réservoir pour les lieux publics. Aujourd'hui, vous vous engagez à expliquer en moins de 30 minutes comment réaliser une installation. Ma première question est très simple. En moins de 30 minutes, vraiment ? Bien sûr. En fait, nous n'aurons aucune difficulté à nous y tenir. La chasse sans réservoir est un système qui est formidablement simple. 30 minutes, ce sera suffisant pour comprendre tous les concepts et les calculs à réaliser. Notre ambition, c'est finalement que nos spectateurs repartent avec une compréhension technique suffisante pour être autonomes. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous s'il vous plaît resituer ce dont nous parlons ? Alors, nous parlons aujourd'hui de chasse d'eau pour les WC. Il y a deux technologies qui s'opposent. D'un côté, la chasse avec un réservoir d'eau, et de l'autre, le système fabriqué par Delaby, qui est la chasse sans réservoir d'eau et qui fonctionne avec la pression du réseau. Souvent, nos spectateurs la connaissent sous un autre nom, la chasse directe. Pardonnez-moi Guillaume, vous dites deux systèmes qui s'opposent. En vérité, le match est gagné, c'est la chasse avec réservoir que l'on voit un peu partout. Alors oui, mais si j'ai envie d'être un petit peu taquin, ce que je vais vous dire, c'est que ce qu'on voit partout, ce sont surtout les fuites d'eau potable. Dans les bureaux, dans les écoles, dans les commerces et même dans les hôpitaux, en fait, si on est un petit peu attentif, on voit à quel point il y a des fuites absolument partout. Le gaspillage est immense. Et on ne le redira jamais suffisamment, on parle ici quand même d'eau potable, donc extrêmement précieuse. Vous exagérez un petit peu, non ? Vous croyez ? Regardez, on va prendre quelques chiffres. Le ministère de l'écologie estime qu'une petite fuite d'eau dans un réservoir, c'est 600 litres par jour en moyenne. 5 WC qui fuient, dans un établissement type un cinéma, c'est plus d'1 million de litres d'eau en une année. Pour rien. Cela correspond à la consommation d'eau de toutes les Marseillaises et Marseillais en une journée. On parle quand même d'une ville de 860 000 habitants. Dans un contexte où on le voit jour après jour, on parle de sécheresse. Vous ne croyez pas qu'en fait, cette eau, elle pourrait être mieux utilisée ? Et là, on parle de 5 WC qui fuient. Combien y en a-t-il au total en France ? On peut penser des centaines de milliers, voire des millions. Merci pour cette précision, Guillaume. Je rappelle à nos spectateurs que le replay du premier webinaire sur la chasse sans réservoir aborde toutes les questions de préservation des ressources dans les sanitaires publics. Le lien sera d'ailleurs mis à votre disposition dans le chat. Alors revenons à notre sujet, la technique. Qu'est-ce qui différencie l'installation d'une chasse avec réservoir d'une chasse sans réservoir ? Alors, si on regarde comment fonctionnent ces deux systèmes, il y a la chasse avec un réservoir qui fonctionne par gravité. L'eau est stockée immobile au-dessus de la cuvette dans un réservoir et quand l'utilisateur appuie sur le bouton, le stock d'eau est déchargé très rapidement dans la cuvette. Et la chasse sans réservoir ? Là, c'est différent. Le mécanisme de chasse est sous pression, celle du réseau d'eau, et quand l'utilisateur appuie sur le bouton, c'est la pression du réseau qui rince la cuvette. Conséquence, la chasse est puissante et toujours disponible. C'est cette efficacité qui est très très appréciée dans les lieux publics, là où l'hygiène des WC est un deuxième sujet très prioritaire. Alors, qui dit chasse plus puissante raccordée directement au réseau, dit plus gros tuyau de raccordement pour l'alimenter, j'imagine. J'allais justement y venir. Aujourd'hui, pour une chasse avec un réservoir,
on a typiquement des diamètres d'alimentation en 12-17 ou 15-21 mm. On peut se permettre de les mettre, ces petits tuyaux, car ce qui joue en fait avec les systèmes avec réservoir, c'est le temps de remplissage de ce réservoir. Il faut en moyenne 45 secondes pour le remplir. Et si le tube est trop petit ou que la pression est faible, le temps de remplissage s'allonge. Souvent, nos amis installateurs interviennent chez des clients qui se plaignent de réservoirs qui mettent beaucoup trop de temps à se remplir. C'est un problème connu. Pour la chasse sans réservoir, il n'y a pas de temps de remplissage. Mais il faut être en mesure de fournir assez d'eau et à une bonne pression sur un temps relativement court pour assurer un rinçage efficace. C'est ce besoin qui fait qu'il faut effectivement un tuyau d'alimentation un peu plus gros. C'est très clair. Cette question des rampes d'alimentation a l'air très importante pour les concepteurs et les installateurs, non ? Oui, la question du dimensionnement, c'est aujourd'hui la question qui se pose aux prescripteurs et qui les fait hésiter à installer de la chasse sans réservoir. En réalité, c'est un débat qui est tranché, tant le système avec un réservoir est complètement inadapté aux contraintes des sanitaires qui reçoivent du public. À cause des fuites. Je vois que vous me suivez, mais pas uniquement. Un réservoir avec de l'eau immobile dans les établissements qui sont souvent fermés le week-end ou pendant les vacances d'été, c'est un milieu parfait pour le développement bactérien. Nous avons, depuis décembre 2022, un arrêté qui a justement renforcé les obligations quant à la qualité de l'eau et notamment les présences de légionelles, mais pas que. Les maîtrises d'ouvrage et les exploitants doivent s'engager dans une démarche d'amélioration de la qualité de leur eau. Or, la chasse sans réservoir est, pour les WC, un moyen qui est complètement efficace d'éliminer la source de stagnation et donc le développement des bactéries. Je ne sais pas si vous avez fait cet exercice chez vous, par exemple, mais quand vous ouvrez un réservoir de WC, on peut constater qu'il y a à l'intérieur un niveau de saleté qui est difficilement compatible avec l'hygiène qu'on souhaite avoir dans les lieux collectifs, et j'ai envie de dire encore moins avec les hôpitaux. Finalement, est-ce qu'il n'est pas dommage de se priver d'un système qui lutte contre la prolifération bactérienne pour une simple question de diamètre de tube ? Et bien sûr, il y a les fuites. Tout cela pour dire que oui, la chasse sans réservoir s'alimente avec un tuyau un peu plus gros, mais pour les lieux publics, c'est indispensable. De la même manière que le chauffage ou la clim, on peut convenir que l'installation sanitaire dans les lieux publics est différente de celle des logements. Cela permet en revanche d'éviter le développement bactérien, d'améliorer l'hygiène et d'éviter les fuites. On a un autre thème, c'est que finalement, à l'heure de l'écologie, des FDES, de la RE 2020 et plus généralement à l'heure où tout le monde essaye de rendre les bâtiments plus sobres, est-ce qu'il est vraiment encore envisageable de laisser la chasse fuir sans s'en occuper ? On a vu aussi que la réglementation se renforce et les objectifs de baisse de consommation sont de plus en plus exigeants. Bon, alors nous allons rentrer maintenant dans le cœur de la technique qui nous intéresse aujourd'hui, comment bien réaliser une installation sans réservoir. Est-ce que ces installations sont encadrées par une réglementation, par exemple ? Benjamin ? Oui, bien sûr. La chasse sans réservoir ou chasse directe est un cas d'installation qui est prévu par le DTU. Pour rappel, le document technique unifié, ou DTU, est le document de référence qui centralise les règles de conception et d'installation à suivre. Donc, la réponse à la première question de comment réaliser une bonne installation, c'est en suivant le DTU. C'est ce qui guide et protège les prescripteurs et les installateurs. Alors Benjamin, vous avez l'expérience de centaines d'installations de WC sans réservoir. Pouvez-vous nous expliquer comment concrètement bien suivre le DTU ? Ce qu'il est important de comprendre avant toute chose, c'est le résultat que l'on recherche. Le DTU offre un mode de calcul précis qu'il faut suivre. Pour les paramètres de base, il renvoie vers les données du fabricant. Les systèmes de chasse sans réservoir de l'ABI ont besoin pour fonctionner d'être alimentés avec un tube de diamètre 20 intérieur minimum et une pression dynamique d'1 bar. C'est cela qui conditionne le dimensionnement du réseau en amont. La pression dynamique ? Oui, en plomberie, on distingue 2 types de pression. La pression statique, qui concerne la pression de l'eau lorsqu'elle est immobile ou s'écoule lentement, tandis que la pression dynamique, elle, est liée à la force générée par l'écoulement rapide ou turbulent de l'eau dans les tuyaux. Pour qu'une installation fonctionne très bien, il faut que le concepteur maîtrise les deux. Merci.
Sur notre sujet, vu que les installations de lieux publics ont souvent de nombreux WC, il doit y avoir la crainte d'installer de très gros tuyaux pour que la chasse fonctionne. Est-ce que c'est avéré? C'est une idée reçue. Vu que la chasse est puissante et que dans le passé, le tube de chasse était apparent, la chasse sans réservoir souffre d'une image de gros tuyaux. Par l'innovation, nous sommes parvenus à réduire fortement les débits nécessaires à l'alimentation des robinetteries de chasse. Aujourd'hui, les systèmes les plus vendus par Delaby, comme la chasse Tempoflux 3, sont alimentés en 3/4 de pouce, c'est-à-dire du 20 mm, là où il y a quelques décennies, il fallait du 1 pouce 1/4, soit du 32 mm. En plus de ces améliorations techniques, le DTU prévoit un coefficient de simultanéité qui permet de réduire très significativement le diamètre des colonnes montantes ou horizontales. En clair, Guillaume? Alors, cela veut dire simplement que le DTU part du principe que toutes les chasses fonctionnent rarement en même temps. On dimensionne le réseau pour alimenter moins de WC que ce qui est installé en réalité. C'est assez simple à comprendre. Une chasse sans réservoir fonctionne quelques secondes et n'a pas de temps de remplissage. Cela rend donc la probabilité que plusieurs fonctionnent exactement au même moment très faible. Merci Guillaume pour cette précision. Benjamin, vous disiez? Alors, oui, pour les réservoirs, c'est l'inverse. Vu que le réservoir met 45 secondes à se remplir, il y a une forte probabilité que plusieurs soient en train de se remplir en même temps. D'accord. Et alors du coup, comment calcule-t-on cette simultanéité? Le DTU l'indique clairement pour les WC sans réservoir. Jusqu'à 3 robinets d'installer, il ne faut en compter qu'un. De 4 à 12, on en compte 2. De 13 à 24 robinets de chasse, on en compte 3. 25 à 50, 4. Et plus de 50, il n'y aura que 5 robinets. Donc, toute rampe qui alimente des WC sans réservoir devra déployer un débit entre 1 litre seconde pour moins de 4 WC, jusqu'à 5 litres seconde pour les plus grosses installations. Un concepteur qui oublierait de prendre en compte la simultanéité de fonctionnement aurait des résultats improbables. D'autres normes étrangères calculent la simultanéité différemment et permettent de réduire encore davantage les diamètres de rampes pour alimenter les chasses sans réservoir, sans mettre en péril leur fonctionnement. Cela montre que notre DTU français ne prend pas encore bien en compte les innovations réalisées dans le domaine de la chasse sans réservoir. Guillaume, vous voulez ajouter quelque chose peut-être? Oui, c'est exact. Utiliser des systèmes Delaby sur l'ensemble d'une installation permet finalement d'avoir un dimensionnement qui est optimisé. Pour les lavabos, urinoirs et douches, nos débits sont calculés à la goutte près pour ne rien gaspiller. Cela permet de réaliser des hyper-économies d'eau, mais aussi d'éviter les dimensionnements excessifs. Si on prend un exemple, l'exemple parfait, c'est celui de la douche. Là où une douche domestique offre un débit entre 12 et 15 litres minute, une douche Delaby, elle, est à 6. Au bout du compte, pour le calcul des dimensions de canalisation, c'est bien sûr toute l'installation qu'il faut prendre en compte, et pas uniquement la chasse. Vous voulez dire qu'en installant des robinetteries économes en débit d'eau, on réduit la taille des canalisations? C'est exactement ce que je veux dire. D'un côté, on a certes la chasse sans réservoir qui a besoin d'un diamètre un peu plus gros, mais de l'autre, on a des robinets de lavabo, de douche et d'urinoir Delaby qui ont besoin d'un diamètre plus faible. Finalement, l'impact sur les rampes d'alimentation, il est faible. Merci Guillaume pour cette intervention. Alors pour revenir à nos WC, Benjamin, on parle de débit de 1 à 5 litres seconde en fonction du nombre de postes à alimenter sur la rampe. Comment passe-t-on de ce débit corrigé à un diamètre de tuyau? Alors, pour calculer le diamètre, il faut prendre en compte la vitesse de l'eau dans l'installation. Avec le débit total et la vitesse de l'eau, il est possible de calculer le diamètre de la rampe. On se réfère alors à la bague de Dariès. À la quoi? La bague de Dariès. C'est une représentation graphique qui lie plusieurs paramètres de l'installation. En connaissant 2 paramètres, on peut déduire les autres. Ici, nous connaissons le débit de la rampe et la vitesse de l'eau. En traçant une ligne entre ces 2 paramètres, on relève graphiquement la dimension du tuyau nécessaire et la perte de charge probable. Donc pour être certaine que tout le monde nous suive, peut-on travailler sur un exemple? Imaginons un bureau d'études travaille à la réalisation d'un bloc sanitaire du type bureau ou usine. Peut-on suivre ensemble les différentes étapes et comment bien calculer ce dimensionnement?
C'est une excellente idée. Ce qu'on peut faire, si vous voulez bien, pour être plus réaliste, on va inclure dans ce bloc sanitaire 6 lavabos, 5 WC et 4 urinoirs. On va diviser pour notre calcul ce bloc en branches et on va calculer le débit de chaque branche séparément. Commençons par la branche AB. Sur la branche AB, on a 6 lavabos. Les robinettes de l'habit sont livrées paramétrées d'usine à 3 litres minute, soit 0,05 litres par seconde. On fait la multiplication, on a donc 0,3 litres par seconde. Ensuite, la branche BC est celle des urinoirs. Les systèmes d'urinoirs de l'habit ont un débit de 0,15 litres seconde, et ici nous en avons 4. On a alors un débit pour cette branche de 0,6 litres par seconde. Pour les WC, comme nous l'avons dit, le débit préconisé est de 1 litre seconde. Dans ces sanitaires, il y a 5 WC, soit la branche CD qui fait 5 litres par seconde. Si j'ai bien compris, on a là le débit brut. On n'a pas encore pris en compte la fameuse simultanéité. C'est exactement ça. On ajoute d'abord les débits bruts des lavabos et des urinoirs. 0,3 litres par seconde plus 0,6. On obtient 0,9. C'est ce débit qu'on va multiplier avec le coefficient de simultanéité. Alors, j'attire l'attention des plus mathématiciens d'entre vous. La formule du coefficient de simultanéité va s'afficher maintenant sur vos écrans. Dans cette formule, on a X qui est le nombre d'appareils sanitaires. Quand on applique à notre exemple cette formule, on passe, on a fait les calculs pour vous, d'un débit brut de 0,9 à un débit corrigé de 0,24 litres par seconde. Dans ce cas-là, c'est très intéressant d'observer qu'on a divisé le débit brut par quasiment 4. C'est donc vraiment redoutablement important de prendre en compte cette simultanéité. Et pour les WC ? Alors pour les WC, le DTU, comme on l'a dit plus tôt, il n'y a pas de coefficient à calculer. Dans notre exemple, nous avons 5 WC avec un débit de 1 litre seconde. Le DTU nous dit que nous devons considérer que seulement 2 WC en fonctionnement simultanément. Le débit corrigé est donc de 2 litres seconde. Nous arrivons à la fin de ce calcul. Une fois que nous avons le débit probable de notre installation, on ajoute les débits corrigés des différents bras. Les bras lavabo et urinoir, 0,24 litres seconde, et le bras WC, 2 litres seconde. On a donc un total à 2,24 litres seconde. C'est à ce moment qu'on utilise la bague de Darriès pour lire le diamètre de canalisation. Benjamin, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment lire cette abaque ? Pour bien lire la bague, il faut tracer une ligne entre le débit et la vitesse. Dans cet exemple, on trace un trait entre 2,24 litres seconde et 2 mètres seconde. On obtient un diamètre d'alimentation d'environ 1,5 pouce pour alimenter 15 postes sanitaires. Merci pour cet exemple qui aide, j'en suis sûre, à la compréhension et qui illustre parfaitement bien pour nos techniciens qui nous suivent. Bon, fini les calculs, nous allons maintenant échanger avec Frédéric Saint-Paul de la société Hydroline qui va nous expliquer la mise en œuvre concrète de systèmes sans réservoir. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre expérience de conception avec de la chasse sans réservoir. Bonjour Raphaël. Avant de rentrer sur des questions techniques, est-ce que vous voulez bien nous expliquer sur quel type de projet vous avez pour habitude de travailler ? Donc chez nous, chez Hydroline, nous travaillons essentiellement sur des marchés publics et plus particulièrement sur les centres aquatiques et équipements sportifs. On travaille également en milieu carcéral, en centre hospitalier et dans les bâtiments publics type lycée, collège ou espace culturel. Frédéric, comme vous venez de le dire, vous avez une grande expérience dans la conception de réseaux d'eau avec de la chasse sans réservoir. Est-ce que vous diriez que c'est compliqué ? Alors, plus compliqué, je dirais que non. C'est pas plus compliqué qu'un réservoir de chasse parce que c'est le dimensionnement qui est un peu différent. Mais c'est pas plus compliqué que inventer un bâti support avec réservoir. Quelles sont pour vous les principales différences entre les deux conceptions ? Les différences, c'est le dimensionnement du réseau. Parce que forcément, on est sur des débits qui sont plus importants à 1 litre seconde par tube de chasse. Par contre, il faut aussi faire attention aux pertes de pression dans les réseaux.
et parce qu'il faut une pression minimum d'un bar au niveau du robinet. Et sinon, après, dans le dimensionnement, on est en fonction du nombre d'appareils, mais entre 1 et 3, on compte un appareil, entre 4 et 7, on en compte 2, ainsi de suite, jusqu'à 5 appareils en simultané maximum. On comprend bien qu'une installation neuve, c'est facile, mais quid de la rénovation? Dans rénovation, ça dépend essentiellement de l'arrivée d'eau de ville, parce qu'on a des besoins instantanés qui peuvent être plus importants. Mais à voir maintenant avec la nouvelle typologie des robinets qui sont plus économes, peut-être que la mise en place de chasse directe est réalisable. Bon, ça demande une étude au préalable. La question du coût est également intéressante. On peut entendre qu'une installation avec des chasses sans réservoir coûtera un peu plus cher. Comment abordez-vous cette question? Alors, je dirais que c'est vrai et c'est faux. Parce que en installation, il est vrai que ça peut être plus onéreux, car on a des diamètres qui peuvent être plus importants. Maintenant, l'écart diminue quand même assez rapidement en fonction du nombre d'appareils. Lorsqu'on est dans des stades ou dans des piscines, des centres aquatiques avec beaucoup d'appareils sanitaires, on peut arriver à l'équilibre. Par contre, aujourd'hui, pour nous, c'est surtout un gain en SAV. Il y a moins de SAV sur la chasse directe parce qu'en plus, nous sommes basés dans le nord de la France avec de l'eau qui est très calcaire, des mécanismes de chasse qui se coincent, de l'eau qui coule, un client qui nous appelle, on est obligé de retourner sur le chantier pour débloquer un mécanisme. Donc oui, ça peut être plus cher ou peut-être pas, ou être à l'équilibre en installation. Par contre, on a un grand gain, je dirais surtout en exploitation, même pour le client, parce que plus de chasse qui fuit, plus de réservoirs qui fuient, c'est moins de consommation d'eau. Dans la pratique, à quel détail êtes-vous particulièrement attentif? Dans la pratique, dans les installations qu'on fait, on fait attention surtout, parce que on travaille dans les milieux publics, on fait surtout attention à la solidité et à la fiabilité des installations. Aujourd'hui, la chasse directe, c'est nettement plus fiable et on a nettement moins de retours que le réservoir de chasse. Est-ce que vous utilisez des documents, logiciels ou peut-être même feuilles de calcul dans vos projets? Dans l'ère du numérique, avec le BIM, nous travaillons sur Revit et utilisons pour faire le dimensionnement le logiciel SaniWin de chez FISA. Et du coup, on a mis de côté nos notes de calcul manuscrites. Quel conseil donneriez-vous à un confrère ou une consoeur qui démarre dans les projets de chasse sans réservoir? Au début, on était un petit peu hasardeux, réticent sur l'installation de la chasse directe. Maintenant, au vu de tout ce qu'on a cité, tout ce que j'ai dit auparavant, je pense il faut y aller sans crainte. C'est parce que c'est pas plus compliqué à installer qu'un réservoir de chasse. Merci beaucoup Frédéric d'avoir discuté avec nous de votre expérience. Elle parle pour vous. Merci Raphaël. Revenons avec Guillaume et Benjamin. Avant de passer aux questions de nos spectateurs, j'aimerais savoir si vous aussi, vous avez quelques conseils à donner pour éviter quelques pièges. Benjamin, vous avez, on l'a dit tout à l'heure, l'expérience de centaines de chantiers de chasse sans réservoir. Est-ce que vous avez des tuyaux à nous donner? Oui. Une discussion que j'ai régulièrement avec les bureaux d'études avec lesquels j'échange est la question de la perte de charge dans les raccords. Le diamètre 20 mm que nous préconisons est bien sûr un diamètre intérieur. Dans vos conceptions de réseau, il faut être vigilant que les raccords ou tout autre point ne soient pas en dessous de 20 mm pour éviter la perte de charge. Effectivement, intéressant ce point de vigilance. Guillaume, quelque chose à ajouter? Merci Raphaël. Justement, j'aimerais bien revenir sur la question de l'installation de chasse, sans réservoir bien sûr, dans des projets de rénovation. C'est une vraie question qui se pose. Le fruit de notre expérience est le suivant. Chaque jour, Benjamin conseille et suit des projets de rénovation de bâtiments dans lesquels on passe de la chasse avec le réservoir à la chasse sans le réservoir. Jusqu'aujourd'hui, les rares cas où on observe des problèmes de fonctionnement avec nos systèmes, c'est-à-dire typiquement quand une chasse ne fonctionne pas convenablement, c'est quand il y a eu une erreur d'installation. Par exemple, on peut avoir des restrictions excessives dans le réseau
ou un mauvais diamètre de raccordement qui n'a pas suivi notre préconisation ou celle du DTU. Or, justement, tout l'objectif de notre discussion, c'est de faire que chacun puisse augmenter son savoir pour faire des belles installations. Nous arrivons au moment de la conclusion. Benjamin, pourriez-vous nous résumer les principales choses à retenir en termes de technique? Alors, pour réaliser une bonne installation, il y a 3 points essentiels à retenir. Le premier, il faut alimenter les chasses avec un débit de 1 litre par seconde. Le deuxième, la pression dynamique doit être d'1 bar minimum pour assurer le bon fonctionnement des chasses. Et pour finir, dans la méthode de calcul, on peut additionner ou foisonner toutes les robinetteries ensemble, hormis les chasses, puis additionner ensuite le débit probable corrigé de ces chasses. Merci Benjamin pour cette synthèse efficace. Guillaume, quelque chose à ajouter? Bon, je crois que Benjamin a déjà très bien conclu. Moi, ce que j'aimerais ajouter pour ma part, c'est finalement que le souhait aujourd'hui, c'est que les prescripteurs et les installateurs repartent avec une image de la chasse sans réservoir qui est plus conforme à ce qu'elle est réellement. Ce que je veux dire par là, c'est que la chasse sans réservoir, c'est un système qui est certes différent des chasses avec les réservoirs, mais en fait, elles sont plus simples techniquement. La chasse avec le réservoir, c'est une redoutable source de fuite d'eau potable dans les bâtiments. On en parle tous les jours, c'est un enjeu de société énorme. Il y a une préoccupation sur la rareté de l'eau potable. Et on considère aujourd'hui qu'il est plus acceptable de continuer de ne pas traiter le sujet des fuites. Quand on y pense, il y a quelques décennies, il arrivait qu'on ait des fuites sur les robinets de lavabo ou de cuisine. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus et le problème a été largement traité. Mais sur les chasses, étonnamment, on accepte encore les fuites. Pour nous, c'est inacceptable. C'est peut-être le signe que finalement, il faut passer à une solution plus fiable. Cette solution, vous l'aurez deviné, c'est la solution de la chasse sans réservoir. Elle élimine les fuites et elle permet d'économiser jusqu'à 90% d'eau. En termes de coût, la chasse sans réservoir, elle est très rentable. Elle génère des économies importantes, financières et de ressources. On sait pertinemment qu'en installant de la chasse sans réservoir, la facture d'eau baisse fortement. Le temps de maintenance est aussi réduit au minimum, ce qui permet encore une fois d'économiser sur les frais de gestion des bâtiments et il n'y a plus besoin de changer des pièces régulièrement. En réalité, si on met tout ça bout à bout, le système de chasse sans réservoir, il est rentabilisé au bout de quelques mois, là où un système de chasse avec réservoir, tout au long de sa vie, va gaspiller de l'eau, générer de la maintenance et coûter de plus en plus d'argent. La conclusion, c'est donc que la chasse sans réservoir, c'est la meilleure solution technique, vu qu'elle est simple, pour les lieux publics. Et en plus, elle assure une gestion raisonnée de l'eau potable et du budget des bâtiments. Merci Guillaume, merci Benjamin. Merci à tous les participants pour votre attention et pour l'intérêt que vous avez porté à cette thématique. Et à très bientôt pour un prochain webinaire de l'ABI.